On y va? Très bien, Jean-Pierre Poitou, donc un parcours pluriel et singulier. Avant de porter un regard sur le parcours intellectuel et sur les travaux scientifiques de Jean-Pierre, jetons un coup d'œil sur le paysage de la psychologie dans les années qui précèdent le temps de sa formation à Paris, puis de son affectation comme chercheur au CNRS à Aix-en-Provence en 1968. Il ne s'agit pas ici de retracer l'histoire de la psychologie. Il s'agit simplement d'entrevoir autour de quelques dates le contexte historique et scientifique dans lequel vont s'inscrire et la formation et les premiers travaux de recherche de Jean-Pierre, sans exclure le rapport intime qu'il a su entretenir avec ce qu'il fait, qui, malgré sa discrétion et avec son sens de l'humour, consiste à prendre, comme il le dit lui-même, le mort aux dents, la chose pour le mot, le tout pour les parties, et l'esprit de Vermont au pied de la lettre. Vous retrouverez cette citation dans la préface de Abba Freud qui est exposée là-bas. Alors, premier point, le paysage de la psychologie, avec bien sûr, vous le comprendrez, des raccourcis qui pourraient vous paraître saisissants. 1920, la création de l'Institut de psychologie et en même temps, 1928, la création d'un Institut national d'orientation professionnelle, l'INOP. Deuxième date, 1947, la conférence inaugurale de Daniel Lagache à la Sorbonne, l'unité de la psychologie. Et enfin, qu'est-ce que la psychologie? Conférence de Georges Canguilhem à l'École nationale supérieure en 1956. À ces dates, auxquelles peuvent s'agréger d'autres dates en cours de route, correspondent des traits marquants de l'autonomie de la discipline et des enjeux institutionnels destinés à faire connaître la psychologie dans les universités françaises. Celles de Strasbourg, de Paris-Sorbonne et les facultés d'Aix-en-Provence-Marseille sont particulièrement concernées dans les années 50-60. Celles-ci sont des lieux de circulation des professeurs d'une université à l'autre, d'une région à l'autre, lieu de rattachement et de création de laboratoires de recherche, ceci jusqu'après la loi d'orientation des universités en 1968. Nomination et recrutement, parfois locaux, sont nécessaires pour tous ceux qui mèneront des batailles offensives et conquérantes pour y développer la psychologie telle qu'ils l'entendaient. À partir de là, il est possible d'avancer l'hypothèse d'un expansionnisme militant dans les années 50 et 60 à partir de Paris et en particulier d'une décentralisation dans le paysage aixois. Il s'agit d'enrichir les potentialités locales et de combler le manque d'encadrement dans les différents sous-domaines de la psychologie. Alors, premier point, un recours rapide à ces dates de 1920 et 1928. Création de l'Institut de psychologie et création de l'INOP. Sans entrer dans le détail, les deux établissements vont occuper une place totémique pour les générations de psychologues qui vont s'y former. Ils sont créés et dirigés par l'un des chefs de file de la psychologie expérimentale et physiologique, Henri Pierron, qui lie la recherche et les études théoriques et appliquées. Pierron était à l'origine en charge d'un laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne depuis 1912, puis professeur au Collège de France dans la chaire psychologie, physiologie des sensations jusqu'en 1951. L'Institut de psychologie délivre des diplômes d'études avec des mentions
psychologie, pédagogie ou psychologie appliquée, puis psychologie pathologique en 1948 et psychologie sociale enfin en 1951, avec parfois un an d'études, puis 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, puis post-licence après la réforme des études universitaires. Cette réforme créera dès 1966 un cycle complet d'études psychologiques avec licence et maîtrise. Plusieurs laboratoires sont rattachés à ces instituts, dont celui d'Henri Pierron, ainsi que celui d'Henri Vallon, ou de psychologie appliquée, qui est celui-là installé à Sainte-Anne, où se déroule la majorité des enseignements de psychologie pathologique. L'Institut de psychologie existe toujours, devenu une composante UFR de la Faculté Sciences humaines et Humanités de Paris 5 Descartes. L'INOP forme les conseillers d'orientation professionnelle et a joué un certain rôle dans le développement de la psychologie. Les premiers psychologues, en quelque sorte, ont été ces conseillers d'orientation dont les pratiques se multiplient en raison du progrès technique et des méthodes. Les recherches sur les aptitudes liées à l'apprentissage, leurs mesures avec la construction des tests pour aller vers une orientation professionnelle équitable, coexistent avec les recherches conduites par ailleurs dans les laboratoires de la Sorbonne. L'INOP deviendra l'INETOP, rattaché au Conservatoire des Arts et Métiers en 1941. En 1951, le successeur d'Henri Pierron au poste de psychologie expérimentale sera Paul Fraisse, autre chef de file, moins préoccupé qu'Henri Pierron de l'héritage de la physiologie dans l'évolution de la discipline. Son pouvoir institutionnel contribuera jusqu'en 1979 à l'évolution de la psychologie expérimentale vers ce qu'on appelle la psychologie cognitive, excluant certains secteurs de la psychologie qui ne parlent pas le même langage, ne partagent pas non plus la même méthode, ce qui sera le cas de la psychologie clinique et de la psychologie sociale, qui, on le verra plus loin, n'intéressent ni la médecine ni la sociologie. Deuxième point. 1947, l'unité de la psychologie, Daniel Lagache, sa conférence à la Sorbonne. Daniel Lagache est nommé professeur de psychologie générale en 1947 à la Sorbonne. Il est le premier psychanalyste en poste dans cette faculté de lettres. Il a un poste de psychologie générale. Sa conférence inaugurale de novembre 1947 sur l'unité de la psychologie sera publiée 2 ans plus tard. Elle constitue le trait marquant de la période qui s'ouvre dans les universités françaises, inséparable des enjeux institutionnels qui l'accompagnent. Ces enjeux ne sont pas négligeables, au point qu'ils pourraient bien, à eux seuls, permettre de conférer à la psychologie une quelconque unité. Mais cette unité de la psychologie expérimentale et de la psychologie clinique, instruite par Lagache, s'est avérée en réalité introuvable. Par la suite, car c'était sans compter en psychologie sur la voie ouverte par Lagache à la psychanalyse dès 1947. Celle-ci, comme ultra-clinique, va jouer le rôle de trouble-fête sur la scène universitaire, où sera créée la même année, en faculté de lettres, la licence de psychologie par décret de mai 1947. Elle entraîne, la psychanalyse, une âpre confrontation avec les médecins, qui s'approprient bien sûr la clinique, non seulement à l'hôpital ou dans leur cabinet, mais dans les établissements du domaine de l'enfance inadaptée, qui se constituent dès la sortie de la guerre. Les médecins ne voient pas du tout l'intérêt d'une nouvelle discipline et d'un nouveau métier qui est alors sans statut,
y compris et surtout pour l'exercice de suivi psychothérapeutique par des non-médecins. Question déontologique et question d'éthique. Une affaire judiciaire va mobiliser en 1952 la communauté des psychologues et des psychanalystes, mais va révéler en fait un double enjeu, celui du statut inexistant des psychologues et celui de l'exercice illégal de la médecine par des non-médecins. Lagache va devoir céder dans ce conflit avec les médecins et le Conseil de l'ordre. Il va mettre désormais son pouvoir, car il en a, son pouvoir institutionnel à la tâche pour inscrire autrement la psychologie clinique. Il réussit alors en 1952 à créer à Paris un laboratoire de psychologie sociale rattaché à son poste de psychologie générale. Il lui impose, au nom de l'unité, une orientation clinique, mais nomme comme directeur un expérimentaliste, Robert Pagès. Lagache va s'orienter vers la psychologie sociale clinique, psychologie des petits groupes, psychosociologie industrielle ou psychologie du travail. Ce faisant, il va rencontrer les sociologues, et en particulier les sociologues du travail. Mais combatif toujours, Lagache, il va leur reprocher au final de remettre en question la psychanalyse. Viendra alors le temps de la désunion avec la sociologie, après de nombreux débats où il reprendra les affirmations qui étaient les siennes en 1949, prédisant la psychologie clinique comme la discipline de l'avenir. Conseiller, guérir, éduquer et rééduquer. Alors guérir était certes encore de trop pour les médecins en 1952. Mais seul, déclare Lagache, l'investigation clinique sous diverses formes, avec la psychanalyse, la psychologie sociale, l'ethnologie, peut fournir une vue suffisamment compréhensive des conduites humaines. Tandis que du côté du CNRS, mais un peu plus tard, Paul Fraisse obtiendra plus tard le rattachement de la psychologie aux sciences de la vie. La psychologie clinique et la psychologie sociale y perdront leur influence. Daniel Lagache, devant ses échecs avec les médecins et les psychosociologues, va s'éloigner de son poste de psychologie générale et revenir vers la psychopathologie, laissant ses héritiers, Didier Anzieux par exemple, poursuivre leur chemin. C'est Juliette Favès-Boutonnier qui succédera à Lagache en 1956 à la Sorbonne. Mais il faut bien noter que depuis 1949, règne une grande effervescence dans le domaine de la psychologie qui va se poursuivre ensuite avec la confrontation en interne, c'est-à-dire parmi les psychologues eux-mêmes, avec Paul Fraisse qui va occuper un poste de psychologie expérimentale de 1957 jusqu'à 1980 et créer son propre laboratoire. Paul Fraisse combat activement les psychologues cliniciens et les psychanalystes, à commencer par Juliette Favès-Boutonnier, qui va créer à son tour, elle fait ce qu'elle peut, en 1966, un laboratoire de psychologie sociale clinique, mais dans une annexe de la Sorbonne. Côté enseignement, elle va proposer en option dans le cadre de la licence un certificat de psychologie clinique qui n'existait pas. Ce certificat va rester une pure fiction car elle se heurte elle aussi aux médecins qui ne veulent pas entendre parler d'une clinique sans couverture médicale. Enfin, troisième point, qu'est-ce que la psychologie? Conférence de Georges Canguilhem au Cercle d'épistémologie de l'ENS en 1966, publié dans les cahiers pour l'analyse. La conférence du philosophe Georges Canguilhem sera publiée dès 1958, puis ensuite en 1966,
sous l'intitulé « Qu'est-ce que la psychologie ?» Elle livre une étude critique, ironique et parfois violente de l'émancipation de la discipline par rapport à la philosophie. Cette psychologie moderne, scientifique, se définit comme théorie générale de la conduite humaine étudiée par de multiples méthodes et techniques. Faute pour le psychologue, dit le philosophe, faute pour le psychologue de ne pouvoir répondre comme le philosophe sur ce qu'il est, il lui est bien difficile de pouvoir répondre exactement de ce qu'il fait. En psychologie, pratique non fondée, selon lui, conceptuellement, c'est surtout l'existence même du psychologue qui est mise en question dans cette conférence. Son analyse historique, car elle y est dans la conférence, est condensée en quelques pages et a pour objectif de montrer qu'il n'y a pas la psychologie, mais des psychologies. Des psychologues qui continuent de coexister sous un même nom, celui de la psychologie générale, acceptant in fine de se constituer comme science objective des aptitudes, des réactions et du comportement. Ceci sur le patron de la biologie du XIXe siècle, comme théorie générale des relations entre les organismes et les milieux. Ce côté scientifique n'ignore pas, bien sûr, la distinction entre la théorie et l'application. Mais les psychologues du comportement, selon Canguilhem, oublient totalement de situer leur comportement spécifique par rapport aux circonstances historiques et aux milieux sociaux dans lesquels ils sont amenés à proposer leurs méthodes ou techniques et à faire accepter leurs services. En conclusion, Canguilhem dit pouvoir s'adresser aux psychologues sous la forme d'un conseil d'orientation devenu célèbre et que vous connaissez sans doute. Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre. Si on va en montant, on se rapproche du Panthéon, qui est le conservatoire des grands hommes. Mais si on va en descendant, on se dirige sûrement vers la préfecture de police. Canguilhem, dès 1956, ne peut pas répondre à la question qu'il pose, qu'est-ce que la psychologie ? Il ne peut pas y répondre comme y a répondu Lagache en proposant une unité de la psychologie. Car celle-ci, dit toujours Canguilhem, à y regarder de plus près, ressemblerait davantage à un pacte de coexistence pacifique, je mets un point entre parenthèses sur le pacifique d'exclamation, ça n'a pas toujours été pacifique, conclu entre les professionnels, donc davantage à un pacte de coexistence pacifique conclu entre professionnels qu'à une essence logique. C'est le philosophe qui parle, évidemment. Alors, deuxième point de cette intervention, qu'en est-il du paysage aixois dans ces mêmes années 50-60 ? Le budget du CNRS connaît une progression annuelle dans ces années de 25% jusqu'en 1969, qui est l'année de l'arrivée de Jean-Pierre à Aix. Après l'explosion de mai 68, la loi Faure va redéfinir les universités. À Aix-Marseille, les lettres et les sciences, disciplines considérées comme plutôt progressives, décident à Aix-Marseille, les lettres et les sciences décident de s'unir et à Aix-Marseille 1 va se donner comme nom Université de Provence. Le paysage aixois de la psychologie apparaît d'abord comme étroitement lié à la nomination de Jacques Paillard en 1957 à la faculté de sciences de Marseille, dont l'enseignement de psychophysiologie se conjugue avec la psychologie aixoise, encore rattachée au département de philosophie à la fac de lettres. Cette nomination d'un chercheur en neurophysiologie, Jacques Paillard, disciple d'Alfred Fessard et d'Henri Pierron, va donner une impulsion à l'encadrement des étudiants et à la recherche.
Elle ne peut que s'inscrire dans les conditions de décentralisation des équipes parisiennes, évoquées plus haut, qui exigent le recrutement progressif de nouveaux cadres et de chercheurs. Elle réveille également par la suite des vieilles tensions dans cette conjecture qui séparait depuis longtemps les sciences dites humaines et les sciences exactes. Ajoutons à cela la création à Marseille en 1957 de l'IBOP, sur le modèle de l'INOP à Paris, et dont Jacques Paillard assura la direction et certains enseignements, ainsi que la création par lui d'un laboratoire de psychophysiologie qui par la suite emménagera avec l'IBOP dans les locaux de la nouvelle faculté des sciences à Saint-Jérôme. Par ailleurs, dans les circonstances d'une phase décentralisatrice de la politique scientifique au CNRS, Paillard va participer avec le doyen de la faculté de médecine en 1963 à la création d'un institut de neurophysiologie et de psychophysiologie. Sur ce fil d'une réputation nationale, voire internationale, où la neurophysiologie se fait l'allié des sciences du comportement, il s'investit dans des activités qui sont parallèles à son domaine. Par exemple, la création en 1966 d'un DESS de psychopathologie, ce qui n'était pas son domaine, à la faculté d'Aix, avec le concours de Monique Pinol, et d'un professeur de clinique psychiatrique de la faculté de médecine à Marseille. Ainsi, Jacques Paillard est-il devenu localement, à son tour, chef de file, avec Georges Noisé, dans le paysage aixois de l'enseignement et de la recherche. Je vais citer Jacques Paillard dans le témoignage qu'il présente sur son parcours, qui a été publié en 1992. Lorsque je fus nommé maître de conférence à Marseille en 1957, les enseignements de la psychologie aixoise se développaient encore dans le cadre d'un département de philosophie de grande renommée. Mais il manquait de cadres qualifiés dans les domaines de la psychologie moderne. L'impulsion que je devais donner aux enseignements de psychophysiologie à la faculté des sciences et le succès qu'ils connurent auprès des étudiants en psychologie ont joué, me semble-t-il, un rôle incitatif dans la mobilisation des forces aixoises devant la prétention affichée des enseignements de la fac de sciences à pallier les carences de formation des étudiants en psychologie. J'avais en effet recruté 2 assistants parisiens formés à l'école de Paul Fraisse, Francine Orsini, puis Monique de Bonis. La nomination d'un jeune agrégé de philosophie, Georges Noisé, comme assistant dans le département de psychologie, allait entraîner une évolution rapide de la situation aixoise. La situation marseillaise va rester privilégiée et devait rapidement prendre valeur d'exemple au niveau national. L'esprit d'entreprise, mais aussi les qualités organisatrices de Georges Noisé, nous ont permis d'établir une coopération très efficace entre les facs de lettres et de sciences au plan local. Étant le seul professeur de rang A, c'est Jacques Paillard qui parle, j'ai souvent dû couvrir de mon autorité des initiatives et des créations relevant du seul domaine de la psychologie dans les facultés de lettres. En étroite coopération, dans une saine atmosphère de compétition amicale et pour le plus grand bénéfice de l'image de nos disciplines et de la formation de nos étudiants. Fin de citation. La transition de la psychologie expérimentale vers la psychologie cognitive va se dessiner à partir de la fin des années 60. Claude Flamand, disciple de Fraisse, va créer à Aix en 1967 un laboratoire de psychologie expérimentale, puis diriger en 1972 un laboratoire associé au CNRS, tandis que la psychologie sociale et la psychologie clinique ne sont plus représentées au CNRS. Dans ce chantier en construction de la psychologie moderne et des enjeux institutionnels pour la faire connaître,
Ce que j'appelle le tourment de la scientificité, on le voit, n'a pas cessé et ne cesse toujours pas, me semble-t-il, de travailler la discipline et de mettre en tension les chercheurs, les universitaires et les praticiens. Citons par exemple Stanislas Dehaene, actuel titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, dans sa leçon inaugurale en 2006. Si l'Assemblée des professeurs a souhaité qu'après des décennies d'absence, la psychologie soit de nouveau enseignée au Collège de France, je vais y voir la reconnaissance des progrès sans précédent que connaissent les sciences cognitives. Troisième point de cette intervention, le temps que j'appelle de la formation de Jean-Pierre Poitou. C'est dans ce contexte historique des années 50 et 60 et de la recherche confuse d'une unité de la psychologie que vient s'inscrire la formation universitaire de Jean-Pierre à Paris. Après le baccalauréat, il s'inscrit à l'Institut de psychologie où il obtient en 1960 2 diplômes, mention psychologie expérimentale et mention psychologie sociale. Il fait dans le même temps des petits boulots et suit aussi les cours du soir au Conservatoire des Arts et Métiers. Il obtient au CNAM les certificats d'organisation du travail, de sécurité du travail, de sélection et d'orientation du travail. C'est dire l'intérêt déjà qu'il porte à ces questions. À l'Institut de psychologie, il suit évidemment les enseignements de Paul Fraisse. Il rédige les cours de psychologie expérimentale pour le bulletin de psychologie, revue fondée par les étudiants. Après l'obtention de ces 2 diplômes de l'Institut, suivi de son service militaire qui s'achève à la fin de la guerre d'Algérie, il devient stagiaire de recherche dans le laboratoire de Paul Fraisse. Et il reprend, sur son conseil, des études de psychologie. Les diplômes acquis, selon Fraisse, à l'Institut, ne sont pas suffisants pour entrer au CNRS, vers lequel Jean-Pierre Poitou s'oriente, me semble-t-il. Il obtient alors sa licence de psychologie en 1965 en complétant sa formation par ce qui lui manquait, c'est-à-dire la psychophysiologie. L'époque de la licence, pour Jean-Pierre, est aussi celle de sa rencontre avec le philosophe Michel Pêcheux. Celui-ci fait partie du cercle épistémologique de l'École nationale supérieure, sous le pseudonyme de Thomas Herbert. Font partie de ce cercle ceux qui se perçoivent et sont perçus comme l'aristocratie étudiante à l'époque. Les promotions en particulier d'avant 64, tous normaliens et agrégés de philosophie. Parlant de celui qui va devenir plus tard son ami, il dresse un portrait étonnant du personnage de Pêcheux. Il le situe entré au laboratoire de psychologie sociale, qui était créé, je l'ai dit tout à l'heure, par Lagache, comme envoyé en mission chez les psychosociologues par Louis Althusser, agrégé de philosophie et préparateur à l'École normale supérieure. Jean-Pierre dit appartenir à cette tribu des psychosociologues, bien que son affiliation principale, aux yeux de Fraisse, qu'il désigne comme son patron, fut la psychologie expérimentale. Au séminaire de Moscovici, il rencontre également Michel Pêcheux, dont les interventions le surprennent. Il était alors convaincu, Jean-Pierre, du bien fondé de l'épistémologie de la psychologie, validée par l'expérimentation. C'est une citation que je fais là. Mais son penchant à l'insubordination le rapprocha de cette hétérodoxe. Il ajoute avoir bénéficié plus tard, lors de ses séjours à Paris, de nombreux entretiens avec Pêcheux, mais curieusement, dit Jean-Pierre, c'est lui qui se sentait redevable à mon égard,
c'est-à-dire à l'égard de Jean-Pierre, en raison de ses rapports avec la politique d'une part et avec la psychanalyse d'autre part. Jean-Pierre va renoncer à un projet de faire de l'ethnographie en Afrique noire. L'ombre de le roi Gourand plane avec ce désir qui est le sien d'ethnologie et le souci d'ouvrir la recherche en psychologie à d'autres approches à partir de la mise en œuvre de techniques et d'outils dans les pratiques. Mais, il faut bien le dire, un tel projet n'est pas prioritaire au CNRS, ni même dans les cordes de Paul Fraisse, qui va l'orienter vers une recherche sur la dynamique des groupes humains. Au bout de son stage, il va accepter un poste d'attaché de recherche dans son laboratoire, où les relations, me semble-t-il, avec celui qui sera son directeur de thèse de 3e cycle, ne semblent pas très confortables. Sans vouloir interpréter ces relations, elles pourraient bien être à l'origine de son départ aux États-Unis en 1966. Pour faire un autre stage à l'université d'Ann Arbor dans le laboratoire de Robert Zajon. Il rencontre ce dernier à La Haye lors d'une université d'été pour les jeunes chercheurs en psychologie sociale. Il est invité alors aux États-Unis et profite de cette occasion pour s'éloigner de Paris. Fraisse ne pouvant pas, dit-il dans son récit, dans le récit qu'il fait à sa famille, lui refuser d'accepter l'offre qui lui est faite, étant donné le contexte, je souligne, politique de l'époque, idéologique de l'époque et scientifique de l'époque. Sans doute veut-il évoquer par là l'insatisfaction qu'il partage avec les jeunes chercheurs en général, et les psychologues en particulier, à l'égard des institutions universitaires et du poids dont disposaient ceux qu'ils appelaient les patrons, qui dirigeait alors la recherche. Mais on pourrait dire également qu'il inscrit sa formation hors les murs de l'université et des laboratoires dans la lecture de certains auteurs du moment structuraliste que sont non seulement Louis Althusser, mais aussi Michel Foucault ou encore Jacques Lacan. À son retour des États-Unis en septembre 1968, il est recruté à Aix comme chercheur au laboratoire de psychologie sociale expérimentale dirigé par Claude Famant et il quitte Paris. Pour conclure cette première approche du parcours de Jean-Pierre, mentionnons tout d'abord l'utilisation que jeune chercheur à Aix, il va faire de l'analyse automatique du discours, dans lequel est engagé Michel Pêcheux dans ses recherches, ainsi que produire nombre d'articles ou de notes qu'il publie et qu'on peut retrouver dans les archives de la revue L'Année psychologique. Il va soutenir sa thèse de 3e cycle en 1973 sous l'intitulé « Hiérarchie et solidarité dans les groupes, aspects d'une représentation sociale ». Dernier point enfin de cette intervention, quelque chose qui est plus personnel dans ma rencontre avec Jean-Pierre. Je l'ai intitulé « Le temps de la science et de la méconnaissance idéologique ». L'arrière-plan théorique avec Louis Althusser. J'ai mis un peu en exergue de ce point une petite citation. Il est des questions qu'il est inutile de se poser, car il est impossible de les résoudre scientifiquement. C'est un psychologue, Bonis, de la fin du XIXe siècle. Dans ces années 50 et 60, les sciences humaines vont peu à peu envahir le champ intellectuel, rapidement dominé par la vague du structuralisme, avec entre autres Michel Foucault et Jacques Lacan. Parallèlement, le marxisme d'Althusser propose de tirer un trait sur la tradition marxiste qui tient lieu de théorie à l'intérieur du Parti communiste français. Revenir à Marx, c'est pour Althusser
renouveler la réflexion sur l'instance idéologique et revenir d'abord sur un article sur lequel il n'a cessé de m'interroger, sur l'article publié en 1949 dans la revue officielle des intellectuels communistes sous l'intitulé « La psychanalyse, une idéologie réactionnaire, autocritique » en sous-titre. Cette réflexion lève le voile sur le silence qui va suivre cette condamnation de la psychanalyse dans la revue qui est la revue La Nouvelle Critique. Clin d'œil de l'histoire, je pense, en 1964, Althusser va publier dans cette même revue un article intitulé « Freud avec Lacan ». Cet article est précédé de l'invitation que Althusser fait à Jacques Lacan de tenir son séminaire à l'École normale supérieure à partir de 1964. Très impliqué dans la vie interne de l'école et l'enseignement de la philosophie, Althusser cherche aussi à répondre aux préoccupations de plusieurs générations de normaliens. Sans être dans l'opposition au Parti communiste, dont il restera membre jusqu'au bout et sans aucun retour, il va avancer une critique de l'insuffisance idéologique existant à tous les niveaux du Parti communiste. Dans une note liminaire à son article de 1964, Freud avec Lacan, il n'hésite pas à revenir sur ce que fut en 1949 cette première condamnation de la psychanalyse. Une erreur au carré, mais aussi une manière de limiter les dégâts, selon le psychiatre marxiste Lucien Bonafé, un des signataires de l'article. Pour Lucien Bonafé, psychiatre de la désaliénation après la sortie de guerre, la deuxième, et paradoxalement convaincu, Bonafé, même s'il a signé cet article, paradoxalement convaincu que toute psychiatrie ne peut ignorer les éclairages de la leçon freudienne. Le pire, selon Bonafé, viendrait plutôt du sous-titre « autocritique ». Mais les dégâts dont il parle, parce que c'est lui qui dit « erreur au carré », mais manière de limiter les dégâts, les dégâts dont il parle sont là pour longtemps. Les marxistes français, signataires de cette autocritique, furent, selon Althusser, les premières victimes de l'idéologie qu'ils dénonçaient, puisqu'ils la confondirent avec la découverte qu'Althusser reconnaît comme révolutionnaire de Freud. Toute l'histoire passée, selon Althusser, depuis 1949, des rapports entre le marxisme et la psychanalyse, repose pour l'essentiel, selon lui, sur cette confusion et cette imposture. Citation. Pour Althusser, faire un authentique retour à Freud, pour le philosophe qu'il est, suppose un travail de critique idéologique, et d'abord qu'on situe bien l'objet de la psychanalyse. Sous le signe de la science, dit-il, l'inconscient possède une théorie, une technique, et permet la connaissance et la transformation de l'objet dans une pratique scientifique. On reconnaît les différents signifiants dans cette presque citation. Le retour à Marx, opéré par Althusser, se voudrait parallèle au retour à Freud opéré par Lacan et pensé comme une tâche politique, celle d'une rénovation du Parti communiste français à partir de la théorie. Mais le texte de 1949, selon Althusser, date. Mais dans une note qu'il ajoute en novembre 1975, il ouvre sa réflexion sur la structure de la méconnaissance imaginaire dans les formations idéologiques, qui trouveront ces formations idéologiques un prolongement dans le célèbre article « Idéologie et appareil idéologique d'État » daté de 1970. C'est donc avec cet arrière-plan théorique que sont les éléments d'une théorie
de l'idéologie et des idéologies, de l'ouverture chez les althussériens à la psychanalyse, que ma rencontre avec Jean-Pierre Poitou s'est opérée à Aix-en-Provence en 1975. Il travaille alors sur le système de parenté comme appareil idéologique, un texte que je n'ai pas trouvé, qui semblerait être un texte inédit. Et il va publier en 1978 La dynamique des groupes, une idéologie au travail, aux éditions du CNRS. En 1979, il soutiendra sa thèse d'État dirigée par Claude Flamand et crée la revue Type, Technologie, Idéologie, Pratique. Dans le premier numéro de la revue, il précisera que la rencontre des disciplines peut n'être qu'un vague palliatif au cloisonnement universitaire, mais qu'il n'est nulle pratique sans idéologie et sans sujet. En ce qui me concerne et pour conclure, je suis frappé après coup par l'importance que représentaient pour lui ces signifiants au pluriel. Technologie au pluriel, idéologie au pluriel, pratique au pluriel. J'ai participé autant que j'ai pu à l'époque à son groupe de travail ou à son séminaire, y trouvant un accueil et un accompagnement dans mon travail personnel de recherche concernant le discours et les pratiques médico-psychopédagogiques. Il fut membre du jury de ma thèse de 3e cycle en 1980. Rien ne m'avait préparé dans ma formation aixoise, contemporaine à celle qu'avait suivie Jean-Pierre Poitou à Paris, à ce statut d'enseignant-chercheur. Je fus recruté en 1969, pas pour la recherche en psychologie, mais comme psychologue clinicienne. J'avais quelques années d'expérience après mes études de psychologie dans des établissements pour enfants. Mais je venais à ce moment-là de commencer hors les murs de l'université une formation analytique. La psychanalyse, je dois bien le dire, n'était pas exclue du travail dans le séminaire, même si j'avais parfois l'impression de parler une langue étrangère, et vice-versa. J'ai le souvenir d'avoir été très impressionné par l'intérêt et l'attention interpellante qu'il portait à la psychologie clinique et à la psychanalyse, domaine qui n'avait aucun poids universitaire, puisque hors du domaine de l'expérimentation, qui fut et restera la méthode qu'il avait choisie dès sa formation. Alors j'ai découvert très récemment, et j'en suis heureuse, une série de dessins assez remarquables, datés de 1990, non publiés et regroupés sous l'intitulé, inattendu pour moi, Abba Freud. En expo. Signé Jean-Pierre Poitou, l'énigmatique préface à ses dessins sans parole en dit sûrement plus long que toute interprétation sauvage de l'intitulé. Le divan, avec son double le fauteuil, apparaît comme l'outil principal d'une scène sur laquelle tournent les acteurs d'une pratique, parfois moquée par Jean-Pierre, mais le plus souvent liée à l'œuvre de Freud, qu'il avait sûrement longuement fréquentée et déchiffrée, et à laquelle, dans ses dessins, il rendait hommage. Là où l'acte analytique, en définitive, n'allait pas de soi sans doute pour lui dans ses recherches à venir, et peut-être, au carrefour où nos chemins allaient ensuite bifurquer, son rapport à la psychanalyse demeurera par la suite strictement d'ordre privé, ou dans le domaine privé, je n'ai pas su comment le dire autrement. Dans un entretien de 2015, il rappellera que le lien logique avec les travaux à venir vient de cet arrière-plan théorique que furent les textes d'Althusser, auxquels il cherchait une assise empirique. L'idée fondamentale, c'était pour lui de mettre en relation les évolutions de ces trois termes, les outils, les techniques d'une part, les idéologies dont elles sont porteuses, et le résultat concret qui était la mise en œuvre des outils, donc les pratiques. Voilà, je vous remercie.